Salut à toutes et à tous, un film dont j'avais envie de vous parler depuis un moment, je n'ai pas pu aller le voir à cause du pass au cinéma, étant donné qu'il est sorti en décembre 2021, reporté un grand nombre de fois, il devait sortir en 2019, il n'est sorti qu'en 2021, donc vous voyez le nombre de reports qu'il a subi. Il s'agit d'une préquelle de deux films que j'avais adorés, que j'avais vus au cinéma, et qui étaient pour moi des pépites. Ce troisième film, réalisé par le même réalisateur, est lui aussi une réussite absolue, une masterclass. Ce sera une critique avec une grosse partie spoilers, donc d'abord petite partie sans spoilers pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, et ensuite grosse partie spoilers sur le scénario. Il s'agit de The Kingsman, première mission de Matthew Vaughn, préquel de Kingsman Service Secret et Kingsman Le Cercle d'Or, avec Taron Egerton et Colin Firth, et aussi l'excellentissime Mark Strong. Ici, casting totalement différent puisque ça se passe quasiment 100 ans avant, ça se passe au tout début du XXe siècle, pendant la Première Guerre mondiale. Ralph Fiennes, Gemma Arterton et beaucoup d'autres. Je vais revenir sur le casting en détail, le synopsis sans spoilers d'abord, les points forts du film, et ensuite partie spoilers où là je reviendrai en détail sur le scénario, un scénario audacieux où j'ai eu le sentiment qu'il y avait plusieurs films à l'intérieur du film, un film qui prend des directions inattendues, qui prend un scénario avec différents chemins auxquels honnêtement, vraiment, hein, y a différentes orientations du scénar, et c'est pas du tout ce à quoi on s'attend. Donc excellent, très très bien d'avoir fait ça, et une prise de risque aussi, mais j'en dirai plus dans la partie avec spoiler. Tout de suite le synopsis, ensuite le casting et les points forts. Synopsis, quel est-il? Première Guerre mondiale, 1914-1918, la Russie, l'Allemagne, l'Angleterre et ensuite, vers la fin, les États-Unis. Tout le monde entre en guerre après l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand de Habsbourg en 1914, qui avait lancé la Première Guerre mondiale. En fait, on va s'apercevoir que cet assassinat avait été commandité par une organisation mystérieuse qui a envoyé des espions manipulateurs dans les différents gouvernements de ces pays pour embraser ces pays, pour les pousser à se faire la guerre. Et face à ça, on a en Angleterre, dirigé par Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Jim Mununsu et d'autres, une petite organisation de contre-espionnage au-dessus de tout soupçon qui agit dans la discrétion la plus totale, qui eux aussi ont leur réseau d'espions dans le monde entier, qui vont essayer de contrer pour arrêter la guerre le plus vite possible, pour qu'il n'y ait pas de jeunes gens qui s'engagent, pour qu'on arrête cette boucherie de plusieurs millions de morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Un scénario qui mêle fiction et histoire, et qui les mêle habilement, et le fils du personnage principal, donc le héros de ce film, Conrad, le fils du comte d'Oxford joué par Ralph Fiennes. Conrad, ici joué par Harris Dickinson, pendant tout le film, il va être tiraillé entre son envie en tant que patriote de prendre part à la guerre et le fait de respecter la volonté de son père et de sa mère qui est morte quand il était enfant, qui ne voulait pas qu'il participe à une guerre, qui ne voulait pas qu'il prenne les armes puisque son père, à la fois espion, mais est surtout un pacifiste et refuse de s'impliquer dans une guerre et d'aller tuer. C'est un film qui a des thématiques très importantes, très intéressantes, engagées, et ça j'ai apprécié le fait que le film soit engagé, qui est engagé pour la neutralité, qui est engagé et qui dénonce, et ça j'ai grandement apprécié, qui dénonce le patriotisme et qui dénonce le nationalisme, le fait de prendre les armes pour son pays, le fait de prendre les armes même pour des bonnes raisons et d'aller tuer d'autres, qui dénonce aussi le fait qu'on nous présente le fait de prendre des armes pour son pays comme quelque chose de beau, d'honorable, alors qu'il n'y a aucun honneur à prendre des armes pour aller tuer des voisins d'en face. C'est une thématique qui est plus que jamais d'actualité. C'est une thématique qui renvoie aussi aux objecteurs de conscience que je suis. Donc j'ai beaucoup apprécié ça, voilà, cette opposition entre le pacifisme, prendre les armes, le fait que ceux qui prennent les armes ne s'attendent pas toujours à ce qu'est la guerre réellement, qui ne veulent pas écouter ceux qui, eux, le savent, et qui ensuite ont des désillusions. Mais c'est très important, j'y reviendrai dans la partie avec spoilers, c'est peut-être le cœur du film. Et c'est là où le film est audacieux, et franchement, ça m'a surpris.
Au-delà de ça, dans les différents pays, ils vont être envoyés dans les différents pays pour essayer d'arrêter les manipulateurs, notamment Rasputin à la cour du tsar Nicolas II. Rasputin joué par Rhys Ifans, un Rasputin assez flippant, limite avec des pouvoirs occultes. C'est une partie du film, c'est pas tout le film. Dans la bande-annonce, on nous laisse présager que tout le film va tourner autour de Rasputin, ça n'est pas le cas. C'est une partie du film, et c'est en cela que le film vous réserve pas mal de surprises. Le casting. Alors bon, Matthew Vaughn, on le connaît pour les Kingsman, mais aussi pour X-Men, le commencement, un des meilleurs X-Men. Il avait aussi réalisé Kick-Ass avec Aaron Taylor Johnson, ainsi que Layer Cake avec Daniel Craig. Un excellent réalisateur british qui franchement n'a plus rien à prouver, il a fait un super boulot, et qui réalisera Kingsman 3, parce que oui, il y a un Kingsman 3 qui est toujours sur les rails, qui conclura la trilogie initiée avec Taron Egerton en Exy et Colin Firth, c'est ça, et il y aura aussi une série sur les Statesmen, c'est-à-dire le pendant américain des Kingsman. Mais ça, ce sera pas pour tout de suite, mais en tout cas, voilà, c'est le projet du troisième film. Ce préquel ne remplace pas le troisième film. Ça, c'était pour Matthew Vaughn, qui ici officie en tant que réalisateur, mais aussi au scénario, tout comme Jane Goldman, la scénariste des premiers films, et un troisième scénariste dont j'ai oublié le nom. La bande originale qui est excellente, on reprend le thème du Kingsman qu'on avait dans les deux premiers films, ainsi que des chansons, notamment FKA Twigs, qui fait 2 morceaux au générique. Donc une très très bonne bande originale. Et donc le casting, Ralph Fiennes, je ne vais pas vous le représenter, Ralph Fiennes aime dans les James Bond, mais loin de là, c'est tellement d'autres films, la liste de Schindler et beaucoup d'autres. Gemma Arterton, qui pour moi est une actrice dont on ne parle pas assez. Gemma Arterton, c'est une actrice qui pour moi devrait déjà avoir eu un Oscar par rapport à tous les rôles qu'elle a fait. On a tendance à mettre très souvent en avant des actrices comme Charlize Theron ou Scarlett Johansson. Gemma Arterton est une actrice sublime, très séduisante, extrêmement charismatique et qui bien souvent a des rôles intelligents. Et ici, nul féminisme, on n'a pas besoin de nous bassiner avec le féminisme et des rôles de femmes fortes. Non, ici, on a une femme forte parce que c'est bien écrit. C'est pas écrit pour des raisons de quotas dans des films, d'inclusivité ou de diversité. Non, ici, on a un personnage féminin qui est extrêmement bien écrit. Et mine de rien, parfois elle vole la vedette à d'autres personnages, à d'autres acteurs. Donc ça fait plaisir de voir des personnages féminins bien écrits. Jim Hununsu, toujours excellent. Pareil, je ne vais pas vous le représenter parce qu'à un moment donné, je pense que vous connaissez tous Jim Hununsu. Harris Dickinson, qui joue le rôle de Conrad, qui est le personnage principal. Harris Dickinson, si vous ne le connaissez pas, il a joué le prince charmant dans Maléfique 2, Maléfique, le pouvoir du mal avec Angelina Jolie et Elle Fanning qui fait la princesse Aurore. Alors il a joué dans un film de Xavier Dolan, mais bon, comme le cinéma de Xavier Dolan ne m'intéresse pas, je pourrais même pas vous citer le titre. Mais voilà, Harris Dickinson, c'est un jeune acteur qui commence vraiment à se faire une réputation. Autre gros acteur, Charles Dance, qui joue, vous le connaissez pour son rôle de Tywin Lannister dans Game of Thrones, mais il avait joué bien avant ça dans Alien 3 de David Fincher et dans beaucoup d'autres films que je ne vous citerai pas parce qu'il y en aurait tellement, la liste est longue, et puis le but c'est pas non plus de vous faire la filmographie Wikipédia. Mais voilà, Charles Dance qui a un rôle très important, et surtout Tom Hollander. Attention, ne pas confondre avec Tom Holland, ça n'a rien à voir. Tom Hollander, cet acteur british que vous connaissez peut-être pour la trilogie Pirates des Caraïbes. Voilà, il faisait le Lord qui mettait la zizanie dans les films et qui agissait pour le compte de la couronne, qui traquait les pirates. Tom Hollander qui ici fait 3 rôles. Et oui, et là c'est ce qui m'a surpris au début du film, et puis après très vite je m'y suis habitué. Il fait le rôle à la fois du roi d'Angleterre, du tsar Nicolas II et du Kaiser d'Allemagne. Parce que dans le scénario, ils sont cousins tous les 3. Alors je sais pas si c'est historiquement vrai. Peut-être, hein, il faudrait que je me renseigne, mais je n'étais pas au courant si c'est la réalité. Apparemment, les 3 sont cousins. Et ils ont pris le même acteur pour faire les 3 personnages. Alors bien évidemment, ils l'ont grimé de manière différente. Il y en a un qui a une grosse barbe, l'autre qui a juste une moustache. Voilà, ils ont des looks différents, mais c'est le même acteur. Et c'est étrange parce que
C'est censé être des cousins, c'est pas censé être des triplés. Mais bon, c'est pas si gênant que ça. Au niveau des autres acteurs, on a Daniel Brühl qui a un rôle secondaire, mais quand même important. Daniel Brühl que vous connaissez pour Rush de Ron Howard, ou encore le Baron Zemo dans le MCU, mais il a fait tellement d'autres rôles. Et puis des acteurs, actrices qui ont un rôle peut-être mineur, comme Alexandra Maria Lara, qui est excellente, que elle aussi vous avez vu dans Rush de Ron Howard, que vous avez vu dans Geostorm aux côtés de Gerard Butler, qui ici joue le rôle de la femme de Ralph Fiennes, la mère de Conrad, et Aaron Taylor Johnson, donc Kick-Ass, ou Quicksilver si vous préférez dans le MCU, Aaron Taylor Johnson qui, mine de rien, a un rôle très important dans le film, mais j'y reviendrai dans la partie spoilers. Et enfin, pour compléter ce casting, deux acteurs qui sont assez méconnaissables, Matthew Good et Rhys Ifans. Je vais revenir sur Rhys Ifans qui ici fait le rôle de Grigory Rasputin, qui est flippant. Il est flippant, il est excellent, mais il est flippant, parce que il y a certaines limites des pouvoirs occultes dans le film. La bande-annonce tournée autour de Rasputin, on nous avait fait croire que tout le film ce serait contre Rasputin. Sachez que ça n'est qu'une partie du film. Ce n'est pas la totalité du film. Et même, je dirais que c'est même pas la moitié du film. Et puis il y a Matthew Good. Alors, Matthew Good, je ne l'ai pas reconnu du tout. Et il n'y a que quand j'ai vu marquer son nom au générique, je me suis dit, mais oui, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est un acteur que j'adore, que je trouve formidable, et qui a joué le rôle le plus important de mon film de super-héros préféré au-dessus de tous les autres films de super-héros, c'est-à-dire préféré au-dessus de tous les films DC Comics, au-dessus de tous les films Marvel. Pour moi, le film irréprochable, Watchmen des Gardiens de Zack Snyder. Et il faisait le rôle de Ozymandias. Matthew Good est exceptionnel. Matthew Good est un acteur excellent, ultra charismatique, en même temps un peu beau gosse, qui a un style classe, et qui peut très vite s'avérer être avec un brin de folie. Donc Matthew Good est excellent dans le film. Voilà pour le casting. C'est un casting de très haut niveau. Les acteurs sont irréprochables dans leur interprétation. Vraiment, j'insiste, à ce niveau-là, c'est irréprochable. Mais c'est pas seulement ça. C'est pas juste les acteurs. C'est le scénario qui est habile, qui mêle histoire et fiction. C'est les pistes de réflexion qui sont faites, les réflexions profondes. C'est les dialogues qui sont finement ciselés. C'est l'alternance entre l'humour et les situations délirantes, limite même gênantes. Il y a une situation avec un personnage, j'y reviendrai dans la partie spoilers, qui était limite, c'était assez étrange, mais c'est aussi la marque de fabrique des Kingsman. Si vous avez vu les deux premiers films, vous savez que ponctuellement, il y a des scènes un petit peu malaisantes, ou en tout cas assez bizarres. Il y a aussi une scène dans celui-ci. Bref, ça alterne donc entre humour, mais aussi violence et tragique. Et là, ça m'a surpris parce que c'était pas le cas forcément des deux premiers Kingsman, même si dans le premier, il y avait une scène, la scène de l'église, qui était assez violente, mais ça restait humoristique. Ici, il y a des scènes très violentes, tragiques, vraiment tragiques, je peux pas en dire plus. Ça plaisante pas. Et c'est ça peut-être la force du film, alterner entre l'humour, vraiment du second degré, et des scènes au premier degré où ça plaisante plus du tout. Et cette alternance fait que le film est épique. Parce qu'en plus, visuellement, c'est irréprochable, que ce soit au niveau des effets spéciaux, que ce soit au niveau des scènes de bataille, de fusillade, c'est exceptionnel. Les décors, irréprochables, les costumes, pareil. Il y a de l'élégance qui se dégage du film. Donc, pour toutes ces raisons, que ce soit la réalisation, où il y a de vraies idées de réalisation, de vraies idées de mise en scène, au niveau de la caméra, dans les combats, voilà. Mettre la caméra sur des épées, au bout de la lame des épées, c'est vrai que ça s'est fait dans quelques films, mais là c'est maîtrisé. Donc on est au cœur de l'action, on a l'impression d'être entre deux personnes qui se battent au sabre. Donc ça c'est une idée de réalisation, vous voyez par exemple. Donc au niveau de la réalisation, c'est excellent. Au niveau des effets spéciaux, c'est excellent. Au niveau de la musique, Matthew Marshson, voilà, très très bon boulot. Au niveau de l'interprétation, c'est irréprochable, les acteurs sont au top niveau, et au niveau de l'histoire, c'est audacieux. Donc, pour moi, c'est une réussite totale, et donc, je vais passer à la partie avec spoilers. Si vous nous quittez maintenant, merci de mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, surtout, regardez ce film, c'est vraiment un excellent film. Et c'est parti pour les spoilers dans 3,
2, 1, spoilers. Alors, le personnage principal, Conrad, joué par Harris Dickinson, pendant tout le film, c'est un combat de la part de son père pour qu'il ne prenne pas les armes, pour qu'il soit un espion qui arrête la guerre de manière pacifique en faisant le moins de morts, en essayant de tuer uniquement Rasputin et éventuellement une ou deux autres personnes. Mais lui, tout au long du film, il veut prendre part à la guerre. Et son père va essayer non seulement de le dissuader, mais a des faveurs à demander à des personnages influents, comme le personnage de Charles Dance ou le roi d'Angleterre joué par Tom Hollander. Et à chaque fois, il va essayer de protéger son fils. Et à un moment donné, son fils, il va s'en apercevoir, et lui, il veut quand même aller au front, il veut quand même aller dans les tranchées, parce qu'il est un petit peu débile, parce qu'il n'a pas compris que la guerre, c'est sale, et qu'il n'y a aucun honneur à aller sur le champ de bataille. Donc, il va se faire passer pour un soldat. Ce soldat, joué par Aaron Taylor Johnson, il va l'envoyer en Angleterre à sa place. Il va aller sur le champ de bataille, et là, il va s'apercevoir de l'horreur de la guerre. Il va voir des mecs avec des bras, des jambes arrachées. Il va essayer d'être héroïque, parce que c'est quand même quelqu'un d'héroïque. Il va essayer d'être héroïque, de ramener une preuve dont ont besoin les Américains pour pouvoir entrer dans la guerre, un élément décisif. Il va essayer de ramener ça, et en même temps de ramener un collègue à lui qui est dans les tranchées. Sauf qu'à un moment donné, quand il pense avoir réussi sa mission, un soldat lui dit « Mais attends, comment tu t'appelles ?» Et là, grosse erreur, il va donner le nom du soldat avec qui il a échangé son identité. Et le soldat, il va dire « Je le connais lui, et il n'a pas ta tête, donc t'es un espion. » Boum, une balle dans la tête. Et là, le personnage principal qu'on a suivi étant petit, qu'on a vu dans les bras de sa mère, avec sa mère qui est morte, qui est morte devant lui, qu'on a vu grandir, un jeune qui est l'avenir du Kingsman, qui est la fierté de son père, qu'on a vu en mission contre Rasputin, quand ils sont allés tuer Rasputin. Tout tournait autour de lui, et là, il te tue le personnage principal d'une balle dans la tête. Ça arrive très rarement dans ce genre de scénario. Surtout que on a eu des scènes avec lui qui étaient attendrissantes dans la relation père-fils. On a eu des scènes humoristiques. On s'est dit, le personnage a compris. Le personnage ne peut pas mourir. Le personnage est important. C'est lui, l'avenir du Kingsman. Et là, il te tue le perso principal. Le seul truc que les personnages voulaient pas, c'est-à-dire que lui meurt, le seul truc qu'il fallait pas, ça lui arrive, il se prend une balle dans la tête et il meurt. Donc, son père va prendre le relais, aidé de ses amis et employés, donc Gemma Atherton, Jim Nunsu. Finalement, ils vont réussir à déjouer les plans des méchants. D'ailleurs, le méchant est joué par Matthew Good. Méchant dont on nous montre le visage qu'à la fin du film. À chaque fois, il est dans l'ombre, et ça, c'est plutôt bien trouvé, parce que ça instille un suspense. On se dit, mais qui est cette personne? C'est là où il faut écouter la voix des acteurs. C'est très important d'écouter la voix pour bien reconnaître l'identité des méchants ou des gentils. Mais c'est très intéressant parce que, voilà, on va avoir Rasputin qui va être envoyé, différents personnages historiques, Rasputin qui va être envoyé à la cour du tsar Nicolas II, Mata Hari, qui est un personnage qui a réellement existé, qui va être envoyé pour séduire le président des États-Unis pour le compromettre. Et voilà, différents personnages comme ça, un personnage qui tue le duc Ferdinand de Habsbourg. Voilà, on sait que l'archiduc François Ferdinand de Habsbourg a été tué par un passant, comme ça, quelqu'un. Sauf que là, ils ont fait en sorte que tous ces personnages historiques soient des membres d'une organisation. Et ça, c'est très habile de l'intégrer dans le scénario. Et à la fin du film, ils ont réussi à mettre fin à la Première Guerre mondiale et ils vont former l'agence Kingsman avec Aaron Taylor Johnson, qui donc prendra la place de Conrad, qui sera le fils de substitution, entre guillemets, en l'honneur de Conrad Oxford, le fils de Ralph Fiennes. Donc en son honneur, il prendra la place au Kingsman, dans un rôle d'un des chevaliers de la table ronde, puisque c'est la particularité du Kingsman, ils ont tous un nom de chevalier de la table ronde. Et donc il va y avoir Lancelot, Arthur,
Galahad et tous les autres, ainsi que Merlin. Et c'est les premiers membres du Kingsman, un ambassadeur américain, le roi d'Angleterre, qui se fera appeler Windsor, qui changera son nom en Windsor parce que son nom sonnait un petit peu trop allemand. Donc, on le voit, la naissance de la lignée des Windsor. Il y a beaucoup de choses historiques qui sont mêlées à la fiction, c'est excellent. Et puis, il y a ce passage dans le film où ça y va très fort, et je trouve que c'est assez engagé. À un moment donné, les soldats anglais sont bénis dans une église anglicane. Avant d'aller à la guerre, on leur dit Dieu ait l'honneur de mourir pour son pays. En gros, on leur dit Dieu bénit que tu ailles à la guerre pour ton pays, et Dieu considère que c'est de l'honneur. Ils sont bénis avant de les envoyer à la guerre. Et il y a ce discours, une fois que Ralph Fiennes, donc le comte d'Oxford, a perdu son fils Conrad sur le champ de bataille, il y a ce discours qu'il fait dans l'église en disant que non, c'est un mensonge abominable que de faire croire non seulement que ce serait faire passer le pays, ce serait une mission divine, faire passer le pays avant toute chose, ce serait une bénédiction. Non seulement c'est un message abominable, mais qu'il n'y a aucun honneur et aucune bravoure à se lancer dans une guerre de tranchées ou autre, de prendre les armes. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très très bon, parce que dans la situation actuelle dont on se trouve, le conflit Ukraine-Russie, parce que oui, je suis obligé de faire un parallèle, on nous bassine à la télévision, et je trouve ça obscène, on nous bassine en nous disant c'est très bien, tous les hommes doivent aller à la guerre, prendre les armes. Non, c'est jamais une bonne chose de prendre les armes. Alors oui, c'est vrai, vous allez me dire oui, mais s'ils prennent pas les armes, ils vont se faire massacrer. Mais à un moment donné, c'est ce que dit le personnage, c'est même ce que dit, je crois, le roi d'Angleterre au comte d'Oxford. Il lui dit si tous les fils avaient été comme le vôtre, et au final avaient pris conscience que, ou si, en tout cas, si vous aviez réussi votre mission de ne pas envoyer votre fils à la guerre, si tous les pères avaient fait comme vous, et qu'il n'y avait aucun enfant qui était allé à la guerre, le monde aurait été en paix. Et donc je pense qu'aujourd'hui on est à une époque où on encense le patriotisme, la prise d'armes pour aller contre notre pays, même si ça paraît être une bonne décision, mais en fait c'est toujours une mauvaise décision que de prendre des armes. Donc moi mon soutien va aux objecteurs de conscience avant toute chose, à ceux qui refusent de prendre les armes, même quand ça paraît être justifié, parce qu'au final si personne ne prend les armes, il n'y a pas de conflit. Voilà. Alors vous allez me dire c'est utopique, je préfère ça que de dire oui mais bon il vaut mieux prendre les armes, et puis voilà au final c'est en prenant les armes et en allant abattre qu'on sortira de la guerre. Non, on règle un conflit, mais il y en aura toujours un autre qui va couver. La vraie solution c'est de jamais prendre les armes. Voilà, c'est ça la vraie solution. Mais ça, bien évidemment, il faut être pacifique pour le coup. Moi, je suis un pacifiste objecteur de conscience, donc forcément, je ne vois pas du tout l'engagement pour une nation, l'engagement en tant que soldat. Je vois pas ça d'un bon oeil. Ça veut pas dire que je méprise les soldats, ça veut pas dire que je méprise les militaires, pour qui j'ai un grand respect. Je pense que, tout simplement, c'est au-dessus d'eux. C'est les dirigeants qui mentent aux gens en leur faisant croire qu'il y a de l'honneur dans le fait d'aller se sacrifier pour son pays. Il n'y a pas d'honneur à aller se sacrifier pour son pays. C'est la source de tous les maux. Après, la source de tous les maux, elle est politique. C'est bien évidemment les décisions qui sont prises au-dessus, parce que tout ça, c'est pour des conflits. C'est des conflits d'argent, d'intérêt, de pouvoir. Et les gens qui sont en dessous, tout ce que je vous dis est classique, hein, vous le savez déjà, hein, c'est des choses qu'on dit sans arrêt. Mais le film le montre bien. Oui, il y a des gens qui pourraient être sauvés et qui vont se sacrifier en croyant que c'est un honneur. Et quand ils sont sur le champ de bataille, ben ils s'aperçoivent que non, justement, c'est pas honorable. La guerre, c'est sale, et ils se retrouvent à tuer des personnes. Donc non, c'est un scénario qui est vraiment engagé, je trouve, et qui dénonce ce qu'est réellement le patriotisme, et c'est-à-dire tout simplement une manipulation de la part des gouvernements pour envoyer des pauvres gens qui pensent bien faire pour se sacrifier au nom d'intérêts, au nom de soi-disant une guerre propre et au nom de la bravoure et de l'honneur.
mais au final pour des intérêts, pour nourrir des égos, pour nourrir une soif de pouvoir, d'argent ou toute autre chose. Donc, même si je respecte les militaires, mon soutien va avant tout aux objecteurs de conscience. Voilà, je tenais à le dire parce que voilà, sinon j'aurais pu faire une critique facile en vous disant oh, le film est génial et tout. Mais voilà, je voulais faire quelque chose d'un petit peu plus poussé et surtout d'un peu plus personnel. Voilà ce que j'ai pensé de Kingsman. Il y a beaucoup d'autres qualités, bien évidemment, mais je ne vais pas vous refaire le film non plus. Je ne vais pas vous faire une critique de 2 heures. Donc je vais m'arrêter là. La critique est déjà assez longue comme ça. The Kingsman, première mission, une réussite totale. J'ai hâte de voir Kingsman 3 qui conclura les aventures de Eggsy. Et je vais me refaire les 2 films, les 2 premiers, parce que ça fait un petit moment maintenant que je les ai pas vus. Il y a une scène assez chelou avec Vladimir Poutine, avec Rasputin, qui à un moment donné lèche une plaie à la jambe. C'est un petit peu sexuel limite, mais en même temps on avait eu dans The Kingsman, le premier film, on avait eu pareil une plaisanterie sexuelle avec la princesse. Vous voyez de quelle scène je veux parler. Et dans Kingsman 2, une scène avec Poppy Delevingne où on avait, je crois, Eggsy qui devait lui mettre un traceur. Et il fallait mettre le traceur à l'intérieur de la culotte, donc vous imaginez où. Donc on a dans les Kingsman quelques scènes comme ça un petit peu limite obscènes un peu, mais c'est aussi la marque des Kingsman. C'est ce que j'ai un peu moins apprécié. C'est pas un film tout public, c'est un film violent, attention, c'est un film violent. On alterne les moments d'humour et les moments de grande violence. Vous allez avoir des têtes coupées, du sang qui gicle, donc des balles dans la tête et tout. C'est chaud, hein. C'est vraiment violent. Moi, je pense qu'il aurait fallu l'interdire au moins de 12 ans. Je sais pas si ça a été le cas, parce que j'ai pas regardé quand il est sorti au cinéma, mais je pense qu'il faut l'interdire au moins de 12 ans, hein, parce qu'il est vraiment assez chaud, le film. Après, au-delà de 12 ans, non. 16, c'est pas nécessaire. Mais quand même, c'est un film qui est assez hard. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que vous avez apprécié cette critique. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez vu le film, ce que vous en avez pensé. Sachez que même si le film n'a fait que 125 millions de dollars dans le monde pour un budget de 100, donc autrement dit, c'est pas un échec, c'est pas une réussite financière. Il faut pas trop se baser sur le box-office parce qu'il est sorti en pleine période de pandémie avec les passes sanitaires et tout, et donc forcément ça fausse un peu les chiffres. Faut pas se baser sur le box-office pour se dire si c'est un bon film ou pas. Maintenant, on y voit un peu plus clair, on peut tous retourner au cinéma, et je pense que si le film était sorti maintenant, il aurait fait le triple de ce qu'il a fait au cinéma. Voilà, c'est injuste, mais c'est comme ça. Merci d'avoir regardé cette critique. On se retrouve très vite pour beaucoup d'autres vidéos, pour des gros films. Portez-vous bien et ciao tout le monde.